Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Ma femme a eu un problème cardiaque. Il y a une erreur de diagnostic et elle décède d'une hémorragie cérébrale massive, une rupture d'anévrisme. Et là, pour moi, la vie était finie. Et moi, je vais canaliser par l'écriture. Mes enfants sont trop petits, je veux qu'ils connaissent leur mère, elle mérite qu'ils la connaissent. Donc je vais mettre par écrit tout. Je vais mettre ses gestes, ses attitudes, ses comportements. On a pu refermer une page. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Quand on peut le voir heureux, nous, on ne demande que ça, ce qu'il nous a tellement donné que nous aussi on veut le voir profiter et être content, quoi. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je rencontrerai dans quelques instants Jérôme Arnaud Wagner, qui deviendra écrivain après la mort d'Emmanuelle, la femme de sa vie, disparue suite à une erreur médicale. Livre après livre, leur amour paraît se poursuivre, grandir et se transformer. Ces mots sont alors peu à peu devenus une passerelle vers un avenir possible. Bonjour. Bonjour Frédéric. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. C'est vrai? Pourquoi? Parce que je suis votre émission et je suis très, très honoré que vous me receviez. Moi, je suis ravi de vous rencontrer parce que votre histoire est incroyable. Je vous sers un café? Je veux bien. Café, thé, jus d'orange, jus de pomme, qu'est-ce que vous voulez? Je vais prendre un peu de jus d'orange. Je ne sais pas comment résumer ce que vous avez vécu, ce qui vous est arrivé. Comment vous résumeriez? J'ai connu une grande, belle histoire d'amour qui s'est arrêtée très brutalement puisque ma Emmanuelle disparaît à l'âge de 35 ans suite à une erreur médicale. Et voilà, je me retrouve, elle me laisse fort heureusement 2 petits garçons de 4 ans, des jumeaux. Brutalité. Et là, je dois me reconstruire et reprendre goût à la vie. Et c'est vrai que j'étais fou amoureux de cette femme. On s'était mariés 6 ans auparavant. En fait, dans sa disparition, il y avait aussi des cadeaux. Elle m'avait laissé des cadeaux. Pourquoi ça reste important pour vous de raconter votre histoire aujourd'hui? Parce que je pense que la vie a un sens. Je fais partie de ces gens qui croient au destin. Et je crois que Emmanuelle devait nous quitter et que le sens de ma vie aujourd'hui, c'est de témoigner que l'amour existe, qu'il existe au-delà de la mort, qu'il faut y croire et que la vie est belle, que la vie continue. Et ce qui aurait pu être juste une tragédie, vous dites c'est parfois des cadeaux, c'est qu'en fait sa disparition a fait de vous un écrivain, ce qui était votre rêve enfant. C'est ça. Quand j'étais enfant, j'étais passionné de littérature. Et puis, je suis parti dans l'école de commerce, j'ai fait HEC, etc. Et finalement, ce rêve d'écrivain m'a rattrapé, puisque j'ai écrit cette histoire, N'oublie pas que je t'aime, pour mes enfants. Et puis ensuite, il se trouve que par un concours de circonstances, elle est publiée et que ça m'ouvre une voie d'écrivain, puisque là, je viens de publier mon dernier livre, La vie ou l'amour, et que maintenant, effectivement, j'ai des gens qui attendent mes livres. Donc on va parler de tout ça. Oui. J'adore le sourire que vous avez, parce qu'on va parler de quelque chose de triste, et vous avez ce sourire-là, c'est ça qui est particulier. J'aime la vie, vous allez voir, je crois, mon fils tout à l'heure, vous allez voir qu'il est plein de bonheur, plein de vie, que l'amour nous entoure et elle est toujours avec nous. Et puis moi j'ai continué ma vie, aujourd'hui je suis avec quelqu'un d'autre aussi, c'est un éternel recommencement, voilà. Mais j'aime beaucoup ce message. Et avant de préparer cet entretien, je vous ai demandé, si vous étiez d'accord, pour m'envoyer des photos, de fouiller comme ça dans vos albums, de votre vie, de votre existence. Et je me suis permis de les exposer dans l'atelier.
Et si vous voulez bien, vous parcourez la maison et on se retrouve dans le patio. Ça vous va? Avec grand plaisir. À tout de suite. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze most of the time. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my mind off of you. Can't take my Excusez-moi, hein. mind. Can't take my mind. C'est magnifique le choix des photos que vous avez fait. Vous avez vraiment choisi celle qui me touche le plus, de voir ma grand-mère avec Emmanuel devant notre mas, Sarah Mathuel, cette maison familiale où il s'est passé tant de choses, où ma première nuit avec Emmanuel, notre mariage, tout ça, c'est... Et puis les deux, ces deux femmes de ma vie, c'est... Excusez-moi, je suis un peu moins fier que tout à l'heure. Là, c'est vous, enfant. Oui, sympa. Si par magie, l'adulte que vous êtes aujourd'hui avait eu la possibilité d'aller souffler quelque chose à l'oreille de cet enfant, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Revis tout pareil, hein. Ta vie va être magnifique. Je dirais, n'abandonne aucun de tes rêves. Continue à vivre ta vie comme un roman. Moi, j'étais un enfant qui vivait dans l'imagination, dans les livres. Reste comme tu es. Surtout ne change pas. Jérôme Arnaud naît à Oran, en Algérie, en 1962. Mais la guerre menace et incite ses parents à rentrer en France. Après un aller-retour dans le Nord, c'est dans la maison familiale de Nîmes qu'il s'installe avec les grands-parents de Jérôme. Le petit garçon a alors 8 ans. Quelles sont les images de votre enfance qui reviennent? Je suis un enfant un peu timide, assez sauvage, qui vit dans les livres. Et dans cette belle maison du midi de la France, où il va y avoir un amour absolument incroyable qui va naître entre ma grand-mère qu'on appelait Manette et moi. Je suis heureux, mais je dirais que je ne suis pas encore ouvert sur le monde. Vous êtes dans les livres et vous lisez des grands auteurs très très jeunes. Oui, il se trouve que j'ai été très malade en fait, limite asthmatique, cure, etc. Donc j'ai beaucoup loupé la classe. Et finalement, à 42 fièvres, ma grand-mère m'envoyait des livres. Donc je lisais Stendhal, je lisais Balzac. Voilà, je ne comprenais pas tout. Voilà. Et donc du coup, j'ai commencé à écrire mon premier roman. J'avais 11 ans, qui était un péplum parce que je vivais à Nîmes, donc la Rome française. Une histoire d'amour déjà. Donc votre destin est déjà en marche. Donc cet enfant lit des romans, se réfugie dans l'imaginaire. Quelle est la réalité qu'il fuit? Mon père a perdu sa situation parce qu'en fait l'entreprise familiale de ses parents dans laquelle il travaillait a fait faillite. Il l'a très mal vécu et mes parents se disputent beaucoup. Ma mère démarre l'Antiquité, donc commence à devenir antiquaire. J'ai des parents très artistes, hein, et alors que j'avais plutôt des grands-parents très structurants, voilà, qui eux avaient des usines de chaussures qui étaient extrêmement organisées. Donc je me réfugie chez mes grands-parents au rez-de-chaussée. Je fuis une réalité effectivement qui me touche, que je pense que je dois être un enfant extrêmement sensible. Oui. Donc deux images du couple. Vos parents qui sont dans le conflit et vos grands-parents
qui ont l'air d'offrir une image du couple un peu idéal. Absolument. Et moi, je rêve de reconstruire cet amour. Je vois mes grands-parents tellement fusionnels, travailler ensemble, y compris le week-end. Enfin, oui, j'ai envie de vivre ça. Un enfant qui a conscience de l'amour, est-ce que, enfant, vous rêvez d'un certain type d'amour? Oui, le roman que j'ai écrit à 11 ans sur un cahier de texte que j'ai gardé, qui s'appelle Rêverie romaine, c'est une histoire d'amour très idéalisée. Le héros tombe amoureux de la nièce de César, et c'est un amour fou. Ça se termine dans la fosse aux lions, il donne sa vie pour elle. Enfin, donc oui, je suis déjà un très grand idéaliste de l'amour. Oui. Jérôme obtient son bac à 17 ans. Studieux, concentré, motivé par sa grand-mère, figure essentielle de sa vie, il intègre une classe préparatoire d'école de commerce à Lyon. Quel genre d'étudiant vous êtes et quel genre de relation vous avez avec les filles quand vous avez 17-18 ans? Oh, j'ai quand même des histoires, mais je me souviens avoir quasiment dit à une fille avant le bac que j'avais trop de travail et qu'il fallait qu'on arrête notre relation. Voilà, donc, non, je suis un polar, comme on dit à ce moment-là. Oui. C'est pas bon, ça veut dire quoi? Un polar, c'est quelqu'un qui est dans ses bouquins, qui est dans une certaine ambition, finalement, professionnelle. Je pense que j'ai pas eu tellement d'adolescence. J'étais drivé par ma grand-mère, qui me dit non, tu vas pas faire cagne hippocagne, il faut que tu gagnes des sous, sinon tu vas être prof, donc tu vas faire du commerce, donc je me tape des maths, etc. Bon, et à l'âge de 20 ans, vos relations avec les filles sont différentes. Vous commencez à sortir un peu des études, à faire la fête. Oui. Et là, quel type de relation vous avez avec les filles? Est-ce que ça correspond à ce que vous cherchez pendant cette période? Non, pas complètement, même si je découvre les relations sexuelles, l'amour, etc. Donc effectivement, c'est assez grisant, mais j'ai l'impression que je vais jamais rencontrer la femme dont je rêve, que je suis trop idéaliste qu'elle n'existe pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui est décevant à chaque fois? Je peux avoir une connexion physique, mais pas de connexion d'âme, par exemple. Moi, je crois à ça. Mais l'amour est un ange capricieux. Jérôme attendra 15 ans pour être exaucé. C'est un soir d'été en 1994 qu'il pose enfin les yeux sur celle qui lui ravira le souffle. 'Cause the things that made me sad for so long. J'arrive dans cette maison et je vois cette fille qui était en train de danser toute seule. Elle me dit, je suis la voisine, et elle s'en va immédiatement comme une chatte effarouchée. Au départ, je la trouve juste extraordinairement belle. Et je me dis, elle n'est pas pour toi. Voilà, jamais elle vaudra de toi. Donc, je la vois comme on voit une icône. Un peu inaccessible, quoi. Inaccessible. Et là, je demande à mon copain, mais qui c'est? Elle me dit, bah, c'est Emmanuel, mais laisse tomber. Elle est prise depuis 7 ans, elle vit avec un comédien en face. Et donc, je n'arrive pas à l'oublier. Je n'arrive pas à l'oublier. Et visiblement, elle demande aussi à ce copain, mais c'est qui? Donc, il y a une espèce de magnétisme qui se passe à ce moment-là et qui fait que je vais vouloir la revoir, mais en ami, puisque pour moi... Alors, dites-moi la vérité aujourd'hui. Ouais. En ami avec une arrière-pensée? Oui, évidemment. On a toujours une arrière-pensée. Je me souviens de ce premier dîner, j'ai quasiment fait passer un entretien. Et à la fin, elle me dit, mais bon, c'est un interrogatoire. Et à chaque fois que je lui posais une question, elle pensait exactement comme moi. Enfin, elle me faisait à chaque fois les bonnes réponses. Donc, inconsciemment, je validais qu'on était comme des âmes jumelles, comme des âmes sœurs. Oui. Je me rends compte qu'elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'est-ce qui est beau chez elle? Elle est lumineuse, elle est drôle, elle a une générosité, elle est simple, elle est modeste, elle est irradiante, elle est un soleil. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it's Puis après le premier dîner, je rappelle mon pote et je dis, bah, alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et là, elle me dit, bah, c'était un dîner d'amis. Et ça me navre terriblement qu'elle ait dit ça. Donc, je l'invite à jouer au tennis, et là, je la prends entre 4 yeux, et je dis, je ne veux pas être ton ami. Et alors, elle m'a raconté après, d'ailleurs, que ça l'avait beaucoup touché. Je lui dis ça aussi franchement, en fait. On n'oublie pas le premier baiser. Oui. Finalement,
On décide de descendre dans ce fameux mas de Ramatuelle en voiture. Il y a mon copain Stéphane qui est au volant avec sa copine et moi je suis derrière. Et on se retrouve l'un contre l'autre et on s'arrête à un restaurant. Et après le restaurant, je dis bon, écoute, j'y vais. Et puis tant pis, voilà, peut-être que je vais me faire jeter. Et là, je lui dis, bah, tu peux allonger tes jambes sur moi. Et elle le fait. Bon, donc du coup, je m'enhardis, je lui prends la main. J'aime bien le gamin surpris. Et puis finalement, je l'embrasse et elle se laisse embrasser. Ouais. Et donc ça va être le début d'une incroyable histoire. Ouais. Oui, c'est allé très vite, puisqu'en fait, après ce week-end-là, je vais lui proposer carrément de venir s'installer chez moi et je vais faire un rapt, puisqu'un week-end où son copain est parti, je vais carrément prendre toutes ses affaires, les amener chez moi, aussi franchement en fait. Un an après votre rencontre, vous vous mariez. Est-ce que vous pouvez me raconter cette demande en mariage? Parce que votre vie va devenir un film bientôt. Mais j'ai la sensation qu'au moment où vous faites cette demande en mariage, on est déjà dans un film. Votre vie est un film. Donc le matin, je lui explique qu'il faut qu'elle s'habille un peu chic pour le soir, etc. Elle a tout à fait compris, puisque quand j'arrive, elle a passé l'après-midi chez le coiffeur, elle est sexy en diable. Et là, j'ai emprunté une Miata décapotable, qui était la voiture dont elle rêvait, donc je lui donne les clés. Et là, je lui dis à droite, à gauche, etc. Et on arrive devant la Tour d'Argent. Alors, la Tour d'Argent, ça avait une signification pour moi, parce que moi, je m'étais dit, ma femme que j'épouserai, je l'inviterai à la Tour d'Argent. Grand restaurant parisien. Exactement. Et là, on arrive, et en plus, il y a Catherine Deneuve qui est en train de monter les marches. Donc, incroyable figurante à côté de vous. Voilà. Qui va donner de la magie au moment. Absolument. Et donc, on suit Catherine Deneuve, et là, on se retrouve dans cet endroit magique. Et j'ai appelé avant pour faire préparer un gâteau en forme de cœur. J'ai acheté une bague que j'ai dans ma poche. On rappelle que vous n'avez pas 14 ans, mais bien 35 ans. Oui, absolument. À ce moment-là. Et à la fin du dîner, donc, je lui dis, Emmanuel, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu voudrais être ma femme? Et là, elle ne me répond pas. Alors, il se passe un moment qui, moi, m'a paru une éternité, qui est probablement quelques secondes, hein, j'imagine. Et finalement, elle finit par me dire oui. Je dis, mais attends, tu hésitais. Et elle m'explique qu'il y avait un serveur qui était en train de ramasser les miettes de pain à côté de nous et qu'elle voulait que ce moment n'appartienne qu'à nous. Donc je pense que c'est aussi quelqu'un, et ce que j'aimais chez elle, c'est qu'elle avait aussi ce goût de... Elle sacralisait les moments comme vous. Exactement, ouais, un certain esthétisme de la vie. Pour moi, c'est quasiment hors du temps. J'ai l'impression que j'ai vécu ce jour au paradis terrestre. Tout est blanc, elle est très belle, c'est très très chaleureux et voilà, c'est un moment divin. Le bonheur est absolu et de cette union si forte naissent bientôt des jumeaux, Julien et Mathieu. Au rythme des fêtes entre amis et des réunions familiales, Jérôme vit enfin l'histoire d'amour parfaite et absolue qu'il avait imaginée dès ses 11 ans. C'était la lumière de l'amour et ça va être le miracle de la vie, parce que le fait d'avoir des enfants de cette femme que j'adore, et deux en plus. Alors au début, je suis quand même catastrophé quand elle m'annonce au téléphone qu'il y en a deux. Je dis, mais je vais pas réussir à partager mon amour en deux. Je vais tout mal faire. Et ma grand-mère m'a dit, mais attends, c'est un cadeau du ciel, les jumeaux, c'est magnifique. Et Dieu sait maintenant, avec le recul, ayant perdu Emmanuel, à quel point ces deux enfants m'ont redonné goût à la vie et à quel point ma grand-mère avait raison. C'est des souvenirs d'une gaieté absolue, c'est-à-dire qu'on chante, on danse dans la maison avec les enfants. Elle voulait devenir comédienne, chanteuse, donc elle se faisait des chorégraphies, donc elle avait un micro, elle faisait chanter les enfants, elle dansait avec nous, on dansait sur les tables. Ces 6 années, qui sont assez courtes finalement, hein, ça m'a énormément marqué, mais c'est très court, qui vont être comme un condensé de vie à toute vitesse. On va déménager 5 fois, je crois, en 6 ans. Et je me souviens, je dépensais trop, parce que j'étais trop amoureux d'elle, donc je voulais tout lui offrir. Et je me souviens d'un soir où je lui dis, tu sais, là, les comptes sont dans le rouge, là, c'est la catastrophe. J'arrive le soir à la maison, et elle me dit, bon, allez, balance ta cravate. J'ai retenu un relais château à côté de Paris. On mangera des pommes de terre pendant 1 mois, mais ça, on va se le faire ensemble. Et arrête de te plaindre.
Voilà, ça c'était Emmanuel. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, ça? Ça me dit qu'il faut profiter de la vie et de l'instant. Et qu'est-ce qu'elle avait raison? Parce que ces moments-là, c'était des moments uniques. Aujourd'hui qu'elle est partie, je me rends compte à quel point c'était important de les vivre. Ça, je ne le savais pas, évidemment. Et justement, pendant ces années de bonheur, est-ce que c'est un bonheur pur ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un bonheur anxieux? Cette idée que c'est tellement fort qu'on a peur que ça parte. Moi, honnêtement, à ce moment-là, je suis sur mon nuage. Elle, bizarrement, a une sorte de prescience qu'elle va disparaître. C'était quelque chose de très, très troublant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça aujourd'hui? Des expressions comme moi, j'aurais pas de cheveux blancs. Je sais que tu auras des cheveux blancs. Moi, non. Et elle me dit ça en rigolant. Je dis, mais arrête de dire ça. Les hommes, en général, meurent avant les femmes, vivent moins vieux. Et puis, des choses après que j'ai retrouvées après son décès. J'ai retrouvé un testament qu'elle avait écrit sur un cahier de texte où elle disait ne pleurez pas, je suis toujours là, enlacé dans vos veines, je ne veux pas que vous pleuriez. À 35 ans. À 35 ans, alors qu'elle était en parfaite santé. Donc, alors c'est vrai que dans sa famille, il y a beaucoup de médiums, et maintenant je crois à ça. Cet étrange sentiment de sa propre mort qui envahit Emmanuel va littéralement s'emparer de son corps le 15 novembre 2000. D'abord, c'est Emmanuel qui m'appelle. Elle est dans la cour donc du laboratoire où elle travaillait. Et elle me dit que l'entretien s'est très très mal passé. Voilà. Alors je lui dis, écoute, je crois qu'il faut que tu quittes cette boîte, t'es malheureuse, c'est pas ce que tu veux faire. Et je la sens très down à ce moment-là, alors que c'est plutôt une battante. Et puis, elle raccroche, et quelques minutes après, le portable ressonne. Alors je me dis, ah chic, qu'elle me rappelle, parce que je la sentais pas bien. Et en fait, c'est la DRH au téléphone qui me dit, écoutez, j'ai fait bis sur le portable d'Emmanuel, c'est vous qui l'avez eu en dernier? Je dis oui. Elle me dit, bon, parce que là, on l'a retrouvée inanimée dans la cour, et on a appelé le SAMU, elle ne revient pas, elle. Voilà. Et donc, je pars comme un fou à l'hôpital, où on me raconte qu'elle est dans un pré-coma et qu'elle a eu, on me dit à l'époque, un problème cardiaque. Le lendemain, elle sort de son coma, et elle me dit, qu'est-ce qui m'est arrivé, mon chéri? Je lui dis, écoute, je sais pas, on me dit que tu as eu un trouble du rythme cardiaque. Puis à l'hôpital, on me dit, on va la mettre en observation. Enfin bon, d'ici 4 jours, elle va rentrer chez vous. Tout va bien, les examens coronariens sont sains. Et puis je vois qu'elle a quand même très très mal à la tête, de plus en plus mal à la tête. Elle supporte pas la lumière. Donc à un moment, mon frère, qui est médecin à Nîmes, vient et monte à Paris. Et il leur dit, mais faites quand même un scanner, c'est pas normal. Ils font le scanner, et puis on apprend que le scanner est normal. Bon. Donc je rentre chez moi, et je passe la première bonne nuit sur les 4 jours. Et à 4 heures du matin, on m'appelle en me disant, écoutez, elle a fait un 2e arrêt cardiaque, le temps que vous arriviez, ça va être fini. Et là, évidemment, je hurle, je jette le téléphone à travers la pièce, je prends ma voiture. Là, en plus, j'arrive dans cet hôpital vide, l'ascenseur tombe en panne. Avec vous à l'intérieur? Avec moi à l'intérieur. Et je me retrouve à hurler, à attaquer cette cage en fer, en hurlant, en me disant, si ça se trouve, je suis en train de louper ces derniers instants. Et puis, et là, je me dis que comme si c'était les forces du mal, en fait, qui venaient piétiner notre amour, piétiner notre bonheur, qu'on n'avait pas le droit de vivre ça. Et puis on vient me délivrer, et en fait je sais à ce moment-là qu'elle est morte. Et effectivement, elle a dû mourir là, dans ces minutes-là, et au moment où elle est morte, je savais qu'elle était morte. Et après, je suis rentré dans sa chambre seul, et je suis resté avec elle. Elle avait un beau sourire. Et là, pour moi, la vie était finie. Ma vie était terminée avec la sienne à ce moment-là. Il y avait des enfants. Il y avait des enfants. Et là, je me suis dit, t'as pas le droit de te supprimer. Elle va t'accueillir dans l'au-delà en disant, tu n'avais pas le droit de faire ça.
Et je me dis, je vais rester là pour eux. Et là, je lui promets, en l'embrassant, que je vais m'occuper de ses enfants. L'annonce aux enfants, ça a dû être compliqué. C'était pire que le décès d'Emmanuel. Je pense que c'est le moment le pire de ma vie. Ils ont 4 ans à ce moment-là. Ils ont 4 ans. C'est à moi de le faire. Toute la famille est dans le salon et je vais dans leur chambre. Et puis là, je leur ai dit, écoutez, non, là, elle est morte. Et Mathieu, lui, a compris tout de suite. Il a hurlé. Et puis Julien n'a rien dit. Il s'est mis à se balader partout, à faire des dessins. J'avais expliqué qu'on allait mettre le corps dans une boîte. Donc il dessinait la boîte, etc. Mais après, il avait très très mal au ventre tout le temps. Et puis Mathieu, tous les matins, il disait « je veux maman, je veux maman ». Donc ça a été là des moments particulièrement durs. Ouais. Mais une autre épreuve attend Jérôme Arnaud. Bientôt, il comprend que les circonstances de la mort d'Emmanuel sont plus mystérieuses qu'il n'y paraît. Un bras de fer terrible s'annonce avec le corps médical pour connaître la vérité. Mon frère, à l'époque, me dit « il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire une autopsie ». Alors au début, je ne voulais pas qu'on touche le corps de celle que j'aimais. Et puis finalement, je demande à mes beaux-parents, et donc on décide non pas de faire l'autopsie à l'hôpital, mais de la faire à l'Institut médico-légal. Et là, on se rend compte que le cœur est parfait, qu'elle n'avait rien à foutre en cardiologie, et qu'elle décède d'une... en fait, elle avait fait une hémorragie méningée sur son lieu de travail. On lui a donné des tas d'anticoagulants, c'était pas du tout ce qu'il fallait donner, et elle décède d'une hémorragie cérébrale massive, une rupture d'anévrisme. Donc une erreur de diagnostic. Il y a une erreur de diagnostic. Elle devait être vue par un neurologue tout de suite qui lui faisait un fond d'œil, et on se rend compte que le scanner qu'on avait demandé, finalement, n'a pas été vu. Il n'était pas normal. Il montrait absolument tout. Il est déclaré normal, et en fait, il montrait tout ce qui allait se passer. Qu'est-ce que, pour vous, dans le deuil, ça a changé d'avoir cette reconnaissance de l'erreur ? De le savoir, ça m'a permis d'abord de pouvoir dire à mes enfants, je suis allé jusqu'au bout, je sais exactement ce qui s'est passé. Ça aide à vivre le deuil ? Bien sûr. J'ai eu un procès qui a duré 2 jours, 3 médecins ont été en face de moi. Voilà, il y en a un qui est venu s'excuser, pas les 2 autres, mais en tout cas, il y a eu, on a pu refermer une page. Voilà. Quelles sont les images qui vous viennent dans la suite de votre histoire, en fait ? Qu'est-ce qui, dans le quotidien, dans votre manière à vous de le vivre, parce qu'on ne s'en sort pas tout de suite. Non, alors je suis dans l'action, je suis mobilisé parce que il faut aller organiser des obsèques, il faut acheter un caveau, il faut, voilà, c'est pas des trucs dont on s'occupe. À l'âge que j'avais à l'époque, c'est contre nature. En plus, on a parlé de ma grand-mère que j'adorais. Ma grand-mère décède en 99 et Emmanuel décède en 2000, donc à 1 an de différence. Je perds mon passé, mes racines, et je perds ce qui était mon avenir à ce moment-là. Donc c'est une véritable razzia. Et tous les jours à la maison, comment ça se passait ? Il y avait des photos d'elle ? Oui, alors au début, je n'avais pas enlevé mon alliance, j'avais rajouté plein de photos, c'était devenu un musée. Je ne pouvais pas enlever ses affaires de mon placard. J'avais laissé l'accueil téléphonique avec sa voix, ça pétrifiait les gens. Enfin, j'étais dans une espèce de monologue avec moi-même. Mes premiers rendez-vous amoureux, j'allais avec les photos d'Emmanuel. Pour de vrai ? Oui, c'est vrai. Mais la vie repart parce que je pleure dans ma voiture et quand je monte, j'ouvre la porte, je sèche mes larmes et je prends un grand sourire et je les accueille. Pour les enfants ? Parce qu'ils sont là. Parce qu'en plus de tout ça, vous avez été licencié et il y a notamment une phrase assez incroyable que vous avez entendue. Après avoir perdu la femme de votre vie, vous avez entendu quoi dans un bureau ? J'ai entendu que à l'époque, je dirigeais une agence média, j'avais 120 personnes sous mes ordres, et le président me dit je pense qu'avec ce que tu as vécu, tu vas mettre une mauvaise ambiance dans l'agence, une ambiance de tristesse. Donc je te vire. Donc je te vire. Donc, et je me retrouve, alors que je me raccrochais à mon boulot comme une bouée de sauvetage, je me retrouve chez moi avec mes 2 petits garçons de 4 ans au chômage. Et là, je me dis, il y a quoi éclater de rire. Dire, là, c'est trop, quoi. On t'a tout enlevé, tout, pour que tu touches vraiment le fond. C'est qu'après qu'il va y avoir le contre-coup. Ça se concrétise comment, ce contre-coup ?
Moi, je vais canaliser par l'écriture. C'est-à-dire que je vais me dire, mes enfants sont trop petits, je veux qu'ils connaissent leur mère, elle mérite qu'ils la connaissent, donc je vais mettre par écrit tout. Je vais mettre ses gestes, ses attitudes, ses comportements, les mots qu'elle aimait, tous ses goûts. Donc au début, c'est vraiment pour eux que vous écrivez. Pour eux que j'écris. Ça deviendra best-seller, mais à ce moment-là, vous ne savez pas et vous ne l'imaginez pas. Ah bah oui, en plus d'ailleurs, le livre, il est resté 7 ans dans un placard. C'est-à-dire que j'attendais que mes enfants grandissent. Après 7 ans de deuil et de silence, Jérôme Arnaud trouve le courage de publier son récit sur Internet. Les lecteurs sont au rendez-vous, ils se reconnaissent dans cet hymne à l'amour bouleversant. Le succès est fulgurant, une maison d'édition propose de le publier sur papier. Vous avez écrit pour vos enfants. Finalement, il y a des milliers de gens qui vont lire votre histoire. Qu'est-ce que vous lisez dans le regard des autres? Qu'est-ce que vous entendez? En quoi votre histoire résonne dans la vie des autres? Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'au début, quand l'éditeur m'appelle pour me dire qu'il va être publié, je suis paniqué. Pourtant, Dieu sait, j'avais envie d'être écrivain. Mais je me dis, il faut que je réécrive tout. Parce que là, j'ai juste raconté ma vie, c'est extrêmement intime. Je commence à réécrire et c'est impossible. C'est impossible. Et justement, ce qui intéresse, c'est que c'est sincère, authentique et que j'ai pleuré en l'écrivant. C'est ça qui... Donc, du coup, je le laisse partir comme ça. Et quand je commence à recevoir ces lettres, cette femme de 80 ans qui me dit c'est le 31 décembre, je refuse toutes les invitations et je relis votre livre. C'est moi mon 31 décembre à moi parce que ça me permet de repenser à mon mari défunt. Et vous me faites du bien parce que sinon je me serais déjà flingué. Bah ça c'est quel cadeau extraordinaire. Et alors on l'a republié le livre pour la Saint-Valentin avec ces lettres-là. Je reçois une lettre d'une fille de 16 ans qui me dit, vous savez, vous dites dans votre livre, j'aurais préféré que ce soit vous qui décédiez, que moi je décède et que mes enfants gardent leur mère. Il me dit, mais non, moi j'ai perdu mon père, c'est pareil. C'est pareil, ne croyez pas ça. Si on considère que la vie est une somme d'expériences, qu'est-ce que ces expériences-là vous ont appris de l'existence finalement, que vous aimez transmettre? C'est que la vie et l'amour, c'est la même chose en réalité. C'est-à-dire voilà. C'est qu'en fait, c'est Descartes qui disait je pense donc je suis. Moi je dirais j'aime donc je suis. Voilà, j'ai le sentiment d'exister quand j'aime. Mais ça peut être l'amour pour mes enfants, l'amour pour ma grand-mère. Je crois que j'ai beaucoup changé dans le sens où j'étais un jeune cadre ambitieux et finalement assez égoïste dans ma relation avec Emmanuel. Et aujourd'hui, je vis plus l'amour de la même façon. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus tourné vers les autres, beaucoup plus vers le malheur du monde aussi, parce que je fais partie des gens qui ont souffert. Et ça m'a totalement transformé. D'ailleurs, j'ai totalement changé de vie. J'ai plus du tout la même vie. Et faire un film, c'est très particulier, parce qu'il y a donc un acteur qui va jouer votre rôle, et il y a une femme qui va jouer le rôle d'Emmanuel. C'est pas rien, parce que c'est pas rien. Il y aura des scènes de vie que vous avez vécues, et que vous allez pouvoir voir à nouveau. C'est étrange. Oui, alors, ce qui compte, c'est que cette énergie d'amour soit là, que cette gaieté soit là, qu'on transmette les mêmes messages. Puis là, le film, Pierre Cubel qui produit le film, m'a proposé d'être copro, donc j'ai monté une boîte de production qui s'appelle Les Beaux Films, parce que je veux faire des beaux films, c'est-à-dire des films qui ont un sens, aussi bien esthétique que dans la transmission de l'amour. Et voilà, j'ai monté une petite structure dans laquelle mes 2 fils sont les seuls associés. Donc ce que vous voulez dire avec ce sourire magnifique, c'est que la chose la plus triste qui peut nous arriver... Ah, il y a des cadeaux. Je pense qu'Emmanuel m'aide, et je pense que... moi, je crois au destin. Voilà. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, j'ai une mission de transmettre des messages, de transmettre aux autres. Et je suis très heureux de ma vie. Je recommencerai tout pareil. Et je pense que ça, c'est effectivement le message que je veux transmettre à mes enfants et que je veux transmettre aux autres aussi. Et quand vous rencontrez des gens qui ont perdu quelqu'un et qui ne sont pas encore dans la phase d'acceptation, comment vous pouvez les aider? Ce qu'il faut, effectivement, c'est à un certain moment... accepter son destin, comprendre que y a des mains qui se tendent tout le temps, il y a des amitiés, il y a plein de formes d'amour différentes, il y a plein de façons. Là, avec Emmanuel, j'avais l'impression d'avoir une âme jumelle. Je ne sais pas ce que sera devenu cette histoire. Ça restera toujours magnifique.
Elle n'aura pas connu la dégradation, elle n'a pas connu la vieillesse, etc., même si j'aurais aimé vieillir avec elle. Mais j'ai connu d'autres formes d'amour et d'autres histoires qui sont aussi très belles. Donc la vie est faite de plein de surprises. C'est ça la vie. Il y a des moments dramatiques, mais il y a aussi plein de cadeaux qui vous attendent à tout moment. Merci. Merci. Merci pour la confiance. Merci. Mes invités comme Jérôme Arnaud aujourd'hui ont ce genre de force et de pudeur qui permet de dépasser tous les obstacles de la vie. On va recevoir votre fils et un ami de 30 ans. Oui, je suis très ému. Bonjour. Bonjour, Enchanté. Mathieu. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté. Je sais pas que votre fils était James Dean. C'est James. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Enchanté. Ça Bienvenue. On va au salon? Allez, allons-y, on vous suit. Avec ses proches, je vais tenter de mieux comprendre comment il a pu surmonter le pire et quels enseignements on peut tous tirer de son expérience. Soyez les bienvenus. Je vous laisse vous installer. Mettez-vous à l'aise. Je vous laisse vous servir. Café, thé, petite infusion au gingembre, jus d'orange. C'est bien, on est bien accueillis. Merci. Alors effectivement, je suis un peu c'est un euphémisme en fait, je suis ému. Parce que Jérôme Arnaud vient de raconter une histoire d'amour personnel, mais comme dit Victor Hugo, tout ce qui est personnel est universel. Et cette histoire d'amour, il l'avait racontée dans un livre. Et au départ, c'était pas un livre, c'était juste pour ses fils. Donc Mathieu va nous dire ce que ça fait de savoir qu'un texte a été lu par des milliers de gens, va être adapté au cinéma, alors que c'est une histoire très 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 intime. Puisque c'est une histoire d'amour très fulgurante, fusionnelle, magnifique, et qui va brutalement s'arrêter en apparence. Parce qu'en fait, la morale de l'histoire, c'est... Ça continue. En fait, ça continue. Ceux qui sont... Enfin, moi, vous le savez, hein, ceux qui sont partis, je pense, sont toujours avec nous. Voilà. Et ils sont, elle est en lui, d'ailleurs. Et son frère Julien, qui n'a pas pu venir, mais il parlera pour les deux. Expliquez-moi pourquoi c'est important pour vous qu'ils soient là l'un et l'autre. Alors, Jean-Christophe a tout suivi depuis le départ. On se connaît depuis 30 ans. Il m'a connu... Célibataire, célibataire, tombant amoureux. Adolescent. On a fait la fête ensemble. Et puis ensuite, il a connu Emmanuel. Et Jean-Christophe, l'année où c'est arrivé, nous a proposé avec les deux garçons de partir dans le Luberon d'une maison qu'il avait louée. Et j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a beaucoup ému. Puis il a toujours été là. Encore récemment, quand j'ai rencontré Jackie, où effectivement Jackie avait un certain nombre de réticences par rapport à mon histoire, qui est lourde. Hein, j'arrivais avec des bagages, cette histoire magnifique, mais qui est pas toujours facile pour une nouvelle femme. Et voilà, il l'a, je pense, en tout cas d'après ce que j'ai compris, bien briefé. Ce qui fait qu'elle est quand même, elle a persisté. Je ne l'ai pas briefé du tout, mais en fait, quand j'ai rencontré Jackie, on a dîné ensemble. Enfin, je l'ai rencontré au cours d'un dîner, et pendant le dîner, j'ai envoyé un SMS en lui disant épouse-la. Et voilà, donc vous avez validé. Donc j'ai validé, mais enfin, je n'ai pas ce rôle-là, mais enfin, en tout cas, effectivement, j'ai validé. Bon. En tout cas, j'ai trouvé ça absolument charmant. Et alors, d'ailleurs, j'ai dans mon nouveau livre La vie ou l'amour, son ami de toujours s'appelle Jean-Christophe. Voilà. Donc je suis très honoré. Je n'ai pas lu le livre encore, mais j'ai entendu parler de cette anecdote et évidemment, c'est flatteur. Alors Jean-Christophe, évidemment, vous allez m'aider à comprendre finalement quel type d'enseignement on peut tirer de cette expérience. Parce que on va voir qu'il y a certaines personnes à qui c'est déjà arrivé, qui ont été en deuil ou qui le sont encore, et qui n'arrivent pas à le transformer, qui n'arrivent pas à être dans l'acceptation. Et puis il y a ceux à qui ça n'est pas arrivé, à qui ça fait peur. Et vous, Mathieu, vous allez me raconter de quoi vous vous souvenez, au fond, parce que vous aviez 4 ans quand ça s'est passé. Je crois que vous n'avez pas lu la totalité du livre. Non, j'ai commencé jusqu'à donc la rencontre, notre naissance, mais je me suis arrêté là. Parce que je pense qu'on a tout le temps de le lire et de le terminer. Quel souvenir vous avez finalement de ce couple qui étaient vos parents? Alors, parce que vous aviez 4 ans quand votre maman a disparu. Voilà, j'étais très jeune, donc j'ai quelques souvenirs qui sont un peu flous, comme des souvenirs
Donc d'elle qui nous faisait par exemple le petit déjeuner, des choses comme ça. Mais sinon, non, j'ai plus le souvenir de notre père, quoi, qui s'est occupé de nous, qui nous a élevés. Lui, il a raconté tout à l'heure, et après on va parler effectivement de cette reconstruction pour les uns et pour les autres, mais il a parlé de ce moment qui était pire que la perte, c'était de devoir l'annoncer à ses enfants. Oui. Vous avez quel souvenir de ça? Alors, je me souviens assez bien. En fait, on était donc sur le banc devant notre école, et donc il nous annonce qu'elle est partie en voyage. Et puis, je ne sais pas combien de temps ou combien de jours après. 4 jours après. 4 jours après. J'ai ce souvenir de mon père qui nous prend en fait avec mon frère, qui nous amène dans notre chambre. Et puis là, donc, il nous annonce que ma mère est décédée. Et il me semble qu'on ne comprend pas tout de suite. Et en fait, j'ai ce souvenir je vois mon frère comprendre. Et à mon tour, je comprends. Et donc, en fait, ce qui fait très mal, c'est de se dire qu'on ne la reverra pas. On se met à pleurer. Parce qu'à 4 ans, les psychologues disent que c'est à 7 ans qu'on a conscience de la mort. Donc à 4 ans, on se demande bien ce que ça peut vouloir dire. Oui, voilà, c'est peut-être pas la mort, mais c'est plus le sentiment de se dire qu'on ne la reverra pas, plus que la mort. Et quel genre de papa était-il? Est-ce que c'était un papa poule ou super poule? Alors c'était un papa poule, forcément, parce que il jouait les deux rôles. Du père et donc qui doit donner des règles. La poule et le coq. Voilà, c'est ça un peu. Mais aussi un père qui nous donne beaucoup d'amour, qui essaie toujours de nous dire oui dès qu'il le peut, de faire tout ce qui est possible pour nous rendre heureux en fait. Et aussi un papa protecteur. Qui nous parle beaucoup, on se dit tout, on parle de tout. Il nous donne son avis, et puis on en prend note, souvent. Donc oui, un papa un peu poule, oui, mais qui ne saurait nous déplaire, en fait. Mais il parle bien, hein. Et une maturité incroyable. Vous avez 20 ans. Oui. J'essaie de me le rappeler en permanence, parce que j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui a 30 ans. Ah. Et donc, vous avez le tour. Je vais vous poser la question, mais je le sens déjà. Ça se sent dans votre regard, on n'a même pas besoin de le dire. Vous avez le souvenir, parce qu'effectivement, votre père explique qu'au début, il y avait des photos partout, c'était comme un musée. Vous avez le souvenir de cette période-là? Oui, il y avait... en effet, il y avait des photos un peu dans toutes les pièces de la maison. Et petit à petit, elles ont disparu, même si elles restent quand même dans nos chambres. Mais c'est vrai qu'elles ne sont plus dans l'appartement. Alors, c'est intéressant parce que là aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Il rêvait d'être écrivain quand il était enfant. Oui. Et ce drame, cette tragédie, va faire de lui un écrivain. Oui. Donc, c'est très troublant. Et il y a ce livre qui s'appelle La vie ou l'amour, dans lequel vous faites ce travail extraordinaire où vous imaginez finalement ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de disparition. Oui. Et donc, il dit qu'il a écrit pour vous. Vous qui l'avez lu, est-ce que vous comprenez pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait à vous transmettre? Alors oui, je comprends très très bien qu'en fait cet amour qu'il avait pour Emmanuel, cette femme, s'est décalé sur ses fils. Et donc il y a vraiment un message d'amour derrière, parce qu'on peut voir aussi que ce sont ses fils qui, à la fin, le sauvent. Et vous allez me dire dans un instant comment ça se passe quand on est un jeune adulte. Comment on peut avoir une vie sentimentale quand on a un modèle comme celui-là, d'une sorte d'amour absolu, d'accord, qui est très inspirant, évidemment, oui. Mais qui met peut-être la pression. Oui, alors, justement, étant donné l'histoire qu'a eu mon père, on a aussi envie de la vivre, et peut-être qu'on croit un petit peu plus en l'amour, qu'on se dit que voilà, qu'il y a quelqu'un quelque part. et oui, nous aussi, je pense, je parle en mon nom, mais aussi ensuite de mon frère, je pense que nous aussi, on a envie de vivre le grand amour, comme mon père avec ma mère. Donc, il y a une force d'amour dans cette famille. Si j'ai pu transmettre ça, je suis vraiment très très heureux. Et justement, vous vous sentez différent, compte tenu de votre histoire, de l'histoire de vos parents, différent des je ne vais pas dire des ados, des jeunes de 20 ans
de vos amis qui ont peut-être une autre vision de l'existence ou de l'amour? Alors peut-être un peu différent, mais je pense que tout le monde a envie de connaître l'amour et donc chacun a sa vision forcément de l'amour. Donc oui, peut-être qu'on a une... En tout cas, c'est vrai que c'est un amour qui est aussi entre de père à fils, aussi avec ma belle-mère. Ma belle-mère aujourd'hui me considère comme son fils. Elle m'appelle son fils. Il y a eu la sœur de ma belle-mère aussi. Enfin, de la famille s'est reconstruite en fait autour aussi d'un amour familial et qui dépasse le simple amour. Et d'ailleurs, c'est dans le testament d'Emmanuel, elle avait dit ça, elle avait dit « Je ne veux qu'une seule chose, c'est que vous ne pleuriez pas et que vous aimiez les uns les autres ». Et je crois que c'est ça qu'on a... C'était ça son injonction. Voilà, c'était ça, le dernier mot, c'est ça. On voit le résultat. Et l'amitié est une forme d'amour aussi. Et on va en parler dans un instant. Mais, Elle a fait un testament si jeune. Oui, elle avait fait un testament alors qu'elle n'avait rien du tout. Donc c'est aussi, ça fait partie des mystères. Ouais. À 35 ans, alors qu'elle n'avait aucune raison de le faire. Absolument. Et est-ce que vous faites partie de ces jeunes qui se confient à leur père sur leur relation sentimentale? Est-ce qu'il y a de bons conseils Alors oui, beaucoup. Il n'y a pas vraiment de sujet tabou entre moi, mon frère et mon père. On se dit qu'on peut se confier et que lui pourra nous consoler quand on a un peu de peine et nous donner aussi de bons conseils quand on veut construire quelque chose. Donne des conseils de séduction? Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. De séduction, non, mais plutôt comment se comporter, justement. Donc, pas mal de petites choses. Donc, J'allais parler d'un truc perso, c'est que moi je me souviens de mon fils qui m'a dit « Bon papa, je sais pas comment rompre ». Et il a le même âge que vous. J'ai dit « Débrouille-toi ». Il n'y a pas de conseil. Parce qu'il me disait « Mais je comprends pas, quand elle est triste, je veux pas la rendre plus triste, et quand elle est heureuse, je peux lui gâcher sa journée ». Ça, c'est l'expérience. Donc c'est pour ça que je voulais savoir en quoi une expérience comme celle-là peut vous aider, puisqu'au fond on fait sa propre expérience. Oui. Bon, moi, j'essaie d'être effectivement comme vous, très discret. Fais ton expérience. Mais bon, si je sens mon fils en détresse ou si je sens qu'il a besoin d'un avis, je lui donne. C'est vrai. Jean-Christophe, oui. Alors, vous avez connu cet homme avant, pendant, après? J'ai connu à tous les moments. Enfin, on se connaît depuis qu'on a, 18-20 ans. Donc, j'ai pas connu la période d'enfance. Alors, avant ce coup de foudre, encore une fois, quelle relation il avait avec... Parler du coup de foudre entre nous. Alors, avant le coup de foudre avec Emmanuel, avant ce coup de foudre avant qu'Emmanuel rentre dans sa vie, quel genre de relation il avait avec la gente féminine? Quel souvenir vous avez? Il était très romanesque, j'ai l'impression qu'il était déjà très idéaliste. Écoutez, avant l'histoire avec Emmanuel, je ne qualifierais pas ça de romanesque particulièrement. On faisait la fête, on multipliait les rencontres, on s'amusait, on était un peu insouciants, on était comme des gens de 20 ans, 25 ans. Enfin... C'est vrai que jusqu'à l'âge de 20 ans, enfin jusqu'à ce que je rentre à HEC en fait, j'étais plutôt assez sauvage et plutôt dans mes livres. Et je vais commencer à m'amuser après avoir intégré cette école. Et c'est là que je vais rencontrer des amis comme Jean-Christophe. Moi, je le rencontre à ce moment-là. Qui étaient très bien pour faire la fête. C'est ça. Donc vous lui avez appris à faire la fête. Oh non, Et quel souvenir vous avez de ce coup de foudre avec Emmanuel, quand il a 34 ans et sa vie bascule? Je ne me rappelle pas très bien comment il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un, mais en tout cas, c'était effectivement très enthousiasmant, très une espèce de feu d'artifice, quelque chose dont on voyait vraiment qu'il était pris et que c'était probablement la bonne. Il n'arrêtait pas de s'embrasser, de ci, de ça. Enfin, c'était des adolescents. Bon, quand il me raconte, j'avais l'impression qu'ils avaient 14 ans, mais en fait non, ils avaient 34, 35 ans. Elle avait 29 et moi, oui, j'avais 33. Oui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on a la on sentait qu'il y avait un amour très fusionnel, très rapide, qui balayait tout le reste. Bon, c'était assez plaisant à voir. Voilà, sauf que c'était pas un feu de paille d'une semaine, c'est-à-dire que cet enthousiasme-là s'est prolongé. Donc un mariage. Ouais. Vous étiez là, ce mariage? Oui, j'étais là. Vous avez quel souvenir? J'ai quel souvenir? Bon, c'était à Saint-Tropez, c'était un très joli mariage, assez champêtre en même temps, dans sa maison, dans la petite église de Saint-Tropez qui est assez charmante. Je me rappelle qu'il avait un beau chapeau blanc.
pas sûr que ce soit vraiment une tête à chapeau, mais en tout cas, il avait un beau chapeau blanc. Il y a la naissance des jumeaux, comme on dit, des enfants. Et donc pendant 4 ans, avant ce drame, pendant 4 ans, quelles images de ce couple il vous reste? C'est un couple très uni, très solide. Emmanuelle était très très présente dans ce couple. J'ai l'impression qu'elle prenait en charge beaucoup de choses effectivement du quotidien. Non pas que Arnaud ne le faisait pas, mais en tout cas c'est l'impression que ça donnait. Et bon, c'était des gens très amoureux. Comment vous apprenez sa disparition? Un soir, assez tard, Arnaud m'a appelé je sais pas, peut-être minuit, en larmes. Je me rappelle qu'il m'a dit il va falloir que j'annonce à mes enfants que leur mère n'est plus là. Bon, je vous laisse imaginer effectivement le drame, la tristesse, l'impuissance. Voilà. Et pendant cette période où il devient un père célibataire et il doit s'occuper effectivement de la logistique, du quotidien, de l'affection, etc., vous le voyez se débattre avec un quotidien. Vous voyez quoi en fait? Parce qu'au fond, son expérience, aujourd'hui, il a envie de la transmettre, mais vous, de votre point de vue, c'était quoi? Moi, je vois quelqu'un d'effondré, qui avait beaucoup maigri, qui était... je pense que c'est vrai, je pense qu'il vivait effectivement pour ses enfants, et je pense qu'il y a eu plusieurs années, et quand je dis plusieurs, on est plus vers la dizaine, que quelques unités extrêmement difficiles. Comment dire, la résurrection, si on peut appeler ça comme ça, pour moi est assez récente. Elle ne date que d'il y a quelques années. Et encore, ça s'est fait progressivement. Mais il y a eu... Et quand vous voyez votre ami qui, à un moment donné, est dans une sorte de culte, qui est aujourd'hui qualifié de finalement pas si juste que ça, mais à ce moment-là, vous le remarquez, vous osez lui dire? Alors, de le remarquer, on ne pouvait pas ne pas le remarquer. C'était effectivement, je crois que c'est Mathieu qui disait qu'il y a des photos partout, dans toutes les pièces. Et effectivement, on voyait bien qu'il vivait dans le culte d'Emmanuel. Alors, de lui... Qu'est-ce qu'on ressent quand on est amis à ce moment-là? On n'est pas sûr que ce soit une bonne idée pour arriver à rebondir et continuer sa vie. Et en même temps, je ne me rappelle pas lui avoir dit... Enfin, je c'est pense délicat, pas lui avoir c'est vrai dit. que je pose la question. Je ne sais pas si je t'en ai parlé. Parce que vous vous en rendez compte aujourd'hui, évidemment. Et je voulais savoir comment ça se passe quand on le vit vraiment et comment on peut le dire à quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas de jugement, évidemment, il y a juste... Non, je suis bien d'accord. Comment on peut le dire? Je crois que je ne l'ai pas dit. Non, je crois que Jean-Christophe était assez discret. Ça n'a pas été forcément le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ne comprenaient pas, qui me disaient il faut tourner la page. Il y a des filles partout dans le monde. Sauf que c'était juste ce que je n'avais pas envie d'entendre à ce moment-là. Et voilà. Et la preuve, c'est que finalement, je m'en suis sorti par le haut, entre guillemets, je crois. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qu'on brusque, de toute façon, Arnaud. Vous dites, on ne faut pas le brusquer, mais quand vous dites épouse-la, c'est un peu direct. Non, c'était plutôt dans le type de relation qu'on peut avoir. Je crois qu'il aime bien le style direct que je peux avoir. Et là, quand on a commencé à dîner avec Jackie, j'ai trouvé quelqu'un vraiment intéressant, intelligente, attachante. Et je trouvais qu'il correspondait bien. Donc j'ai eu envie de lui envoyer immédiatement. Je sais pas, ça faisait une demi-heure qu'on était à table. Très mignon. Et d'ailleurs, quand on est sorti du restaurant, je l'ai montré à Jackie. Donc oui, ça lui a peut-être fait peur. Mais... Et vous, Mathieu, de voir votre père heureux à nouveau? Quand on peut le voir heureux, nous, on ne demande que ça. Parce qu'il nous a tellement donné que nous aussi, on veut le voir profiter et être content, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de votre histoire? D'abord que la vie est toujours plus forte, que l'amour renaît toujours, et comme le phénix, là, il renaît de ses cendres à chaque fois, que même quand on est au fond du gouffre, quand on a perdu sa femme, son job, voilà, qu'on a l'impression qu'on a juste qu'à se tirer une balle dans la tête, c'est la pire des conneries, parce qu'en réalité, après la pluie, le beau temps et le soleil se lève toujours à un moment ou à un autre. Et voilà, d'entendre ces paroles-là de mon fils, là, tout de suite, ça m'émeut énormément, de dire qu'il n'a qu'une envie, c'est que je sois heureux, comme tout ce que j'ai pu leur donner. Ce que j'ai pu leur donner, c'est effectivement cette force d'amour, et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre aux gens.
Et vous savez, quand vous parlez, il fait comme ça. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Vous êtes d'accord avec quoi? Bah, que le fait que lui se rende compte que nous aussi on veut son bonheur, je trouve ça beau. C'est ce que je vais retenir. Merci pour la confiance. Merci de m'avoir présenté des gens qui comptent pour vous. Je voudrais à mon tour vous présenter des êtres humains qui me mettent de bonne humeur. Ils mettent de bonne humeur parce qu'ils s'intéressent à ce qui ne va pas dans cette société et surtout cherchent des solutions et des gens qui ont des solutions qui marchent. Et là, vous allez découvrir qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse. Vous m'avez parlé de Manette, votre grand-mère. Oui. Ils vont nous intéresser à ce que les anciens ont à nous transmettre aujourd'hui. Ouais. D'accord, je vous laisse un petit moment entre vous, je vais voir où on en est en cuisine. Ça vous va? Parfait. À tout de suite. Toi, tu vas les couper en 4. Non, mais il faut que je les pèle, peut-être. Ouais, tu les pelles, oui, s'il te plaît. Et je les coupe en 4 après? Ouais. Et après, tu t'enlèves. Bon, ça, je t'enlève les graines. Ouais, tout. Oh là 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 là. Ah, et puis... Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tourner le butternut. Le butternut en français, c'est quoi? Des bessons, hein, butternut, ça s'appelle. En français, ça s'appelle comme ça? C'est une sorte de courge. Une courge. Beurre noisette, quoi. Merci. Ouais. On dit butternut. Un butternut, ouais, ça c'est ça. C'est une sorte de courge. Oui, je crois. Qu'est-ce qu'on mange? On fait un grand curry de légumes, parce que Brigitte ne digère plus le nitrate de sodium dans le jambon, ni l'antidépresseur de cochon. Donc, du coup, j'ai décidé de lui faire un petit plat végétarien. Lui, il est végétarien aussi, hein, c'est normal. Ouais, c'était très émouvant. Ouais. Mais t'as été super, hein? Ah oui. Ouais, tu t'exprimes vachement bien, hein? Ah ouais, putain, Mathieu, tu m'as impressionné. Ouais, impressionnant. T'exprimes très bien. Avec Brigitte, on est allé au cinéma. Je suis tombé sur un film extraordinaire, un film documentaire qui s'appelle Le potager de mon grand-père. Et ce film, en fait, c'est la relation exceptionnelle qu'il y a entre ce papy et son petit-fils. Et c'est un film où, en fait, les héros, c'est plutôt des valeurs extraordinaires qui sont l'amour en famille, la solidarité, la transmission. Et les tomates. Et ça parle de tomates aussi. J'ai adoré le petit papy, à tel point que je suis presque amoureuse du papy. Je vais aller le rencontrer là-bas dans son pays. Bon, je suis impatient de voir ça. À tout de suite. À tout de suite. Brigitte, elle fait celle qui veut pas y aller, mais au final, elle y va. 3 little birds